Bonjour à toutes et à tous. Voici la troisième et dernière vidéo sur les tests du chapitre matrice. Et voilà où nous en sommes. Il nous reste à faire, d'une certaine manière, le plus difficile, le plus nouveau par rapport à ce qui a été vu dans les chapitres précédents, qui est cette partie numéro 5 sur les changements de base. Donc, il y aura un certain nombre de sous-parties vraiment au programme, et puis il y aura à la fin une partie complément, mais j'y reviendrai, un petit peu plus abstraite pour essayer de démystifier, expliquer certaines parties un peu abstraites du cours sur les variantes des définitions de la matrice de passage. Mais on verra ça à la fin de la vidéo. Et on attaque tout de suite avec la première question, qui porte sur les coordonnées d'un vecteur dans une base. Alors c'est une question d'ailleurs qui est, pour démarrer, un petit peu relativement abstraite. On a un espace vectoriel E général, une base E1, En de cet espace vectoriel. On note x1, xn les coordonnées d'un vecteur x quelconque dans cette base. Est-ce que l'application qui a un vecteur associe sa km coordonnée est linéaire? Application dans K. Vrai ou faux? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse c'est vrai, hein, et il y a plusieurs manières de le justifier. Une des manières, c'est de le faire à la main, en quelque sorte. Si vous prenez deux vecteurs x et y, vous voyez qu'on écrit comme des combinaisons linéaires des vecteurs de base, et qu'on prend une combinaison linéaire de ces deux vecteurs x et y, bien sûr, chacune des coordonnées sera, enfin bien sûr, oui bien sûr, à cause de la linéarité à cause des produits d'espace vectoriel, des vecteurs dans l'espace vectoriel, les composantes de cette combinaison linéaire des vecteurs seront égales aux combinaisons linéaires des composantes. Et donc au niveau de la km composante, on aura bien que la km coordonnée de alpha x plus bêta y, ce sera alpha xk plus bêta yk, ce qui est exactement exprimer la linéarité de cette application. Autre justification, cette application, on peut la voir comme la composée de l'application coordonnée, qui à partir du vecteur de l'espace général E associe son vecteur des coordonnées dans K puissance n, puis ensuite de la restriction à la km coordonnée, qui ressemble un petit peu à une projection, sauf que on projette et ensuite on se restreint à une seule composante, la composante sur laquelle on a projeté. Et donc on sait que cet isomorphisme coord est linéaire, on l'avait montré dans le chapitre espace vectoriel, et quand on se restreint à une seule coordonnée, c'est encore linéaire. Voilà une justification un peu plus abstraite du même résultat. Et on passe à la question suivante. Juste pour terminer sur cette question, donc c'est quand même important d'avoir ça en tête, que l'application qui a un vecteur associe une de ses coordonnées dans une base est linéaire. On reverra ça en particulier dans le chapitre système d'équations linéaires, le chapitre suivant. Et cette fois-ci, je passe à la question suivante. Et cette question porte sur l'application qu'on vient de considérer, l'application qui a un vecteur associe sa km coordonnée dans une base. La question, c'est est-ce que cette application dépend uniquement du km vecteur de base ou bien de tous les vecteurs de la base? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est que cette application dépend de tous les vecteurs de la base et pas seulement du km vecteur. Et si vous avez choisi la réponse 1, donc la mauvaise réponse, c'est probablement que vous avez pensé à une base orthogonale ou orthonormée. Dans ce cas-là, effectivement, la réponse 1 est valable. Les coordonnées, on les obtient en gros en projetant sur chacun des vecteurs de base. Mais pour une base qui n'est pas orthonormée, par exemple la base bleue ici, ok, donc j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Ce que je voulais dire, c'est que ici vous avez deux bases, une base rouge et une base bleue, et pour ces deux bases, le premier vecteur de base, il est le même dans les deux bases, hein, E1 égale F1. En revanche, la première coordonnée d'un vecteur V ici, pris un peu au hasard, la première coordonnée suivant l'une ou l'autre de ces deux bases diffère.
alors que les premiers vecteurs de base est égal dans les deux bases. Donc, vous voyez, la première coordonnée, elle ne dépend pas seulement du premier vecteur de base, elle dépend aussi du second vecteur de base. Et on passe à la question suivante. Et là, on est tout de suite dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est, on est passé au paragraphe 5.2, les coordonnées d'un même vecteur dans deux bases différentes. Et là, on démarre avec un cas pas trop compliqué, et qui est en fait le cas le plus important, c'est quand la première des deux bases, c'est la base canonique. Donc, la base canonique, c'est la base epsilon 1, epsilon 2. D'accord ? Donc, on a un vecteur x de R2, et ce vecteur x, il est composé de ces deux coordonnées x1 et x2 dans la base canonique. Ici, x1 et x2 dans la base canonique. Et puis vous voyez, il y a une deuxième base prime1 et prime2, epsilon prime1 et epsilon prime2, qui dans l'exemple ici est orthogonale, ici on regarde, c'est parce que j'ai pris cette image-là qui était faite comme ça, mais dans le cas général, ce ne serait pas forcément une base orthogonale. En tout cas, on a des composantes x'1 et x'2 du même vecteur, mais dans une nouvelle base, et on a la matrice dite de passage, et la matrice de passage, par définition, c'est la matrice dont les colonnes contiennent les coordonnées de la nouvelle base, les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. Donc les colonnes de la matrice de passage, c'est epsilon 1, epsilon prime 1, epsilon prime 2. Donc la matrice de passage, elle envoie les vecteurs de la base canonique vers la nouvelle base, ce qui est représenté ici. D'accord ? Et la question, c'est, en fonction de ce dessin, comment les coordonnées x et x' sont-elles reliées? Est-ce qu'ils sont reliés par la formule x' égale px, ou bien x égale px'? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse 2, x égale px', et la justification est les slides suivants. Alors, dans les notes de cours, vous avez beaucoup de justifications différentes de cette formule, mais voilà une justification qui est peut-être la plus importante parce qu'elle est vraiment visuelle et géométrique. Eh bien, vous voyez, ça se voit sur le dessin que comme la matrice P de passage P, elle transforme les vecteurs de la base canonique en les vecteurs de la nouvelle base. C'est ce qu'on appelle les nouveaux en fonction des anciens, les nouveaux vecteurs en fonction des anciens vecteurs. Vous voyez qu'au niveau des coordonnées, ce point-là, c'est l'image par P de ce point-là, et de ce point-là à droite, et ce point-là à droite, c'est deux composantes, c'est précisément les composantes x'1 et x'2 de x dans la nouvelle base. Il faut bien que ce soit les composants dans la nouvelle base qui soient envoyés par P sur le vecteur qui est égal aux coordonnées dans la nouvelle base fois les vecteurs dans la nouvelle base. Et ça marche parce que l'image par P des vecteurs de l'ancienne base, c'est les vecteurs de la nouvelle base. Donc l'image par P de x'1 epsilon 1 plus x'2 epsilon 2, c'est x'1 epsilon prime 1 plus x'2 epsilon prime 2. Voilà, je vous ai écrit ici de manière manuscrite la justification. Vous voyez, le vecteur x à gauche ici, le vecteur x à gauche ici, il est à la fois égal à x1 epsilon 1 plus x2 epsilon 2, et il est aussi égal à x'1 epsilon prime 1 plus x'2 epsilon prime 2. Et epsilon prime 1, epsilon prime 2, quand on remonte, c'est p de epsilon 1, p de epsilon 2. Et donc, tout ça, cette combinaison linéaire, c'est donc p de x'1 epsilon 1 plus x'2 epsilon 2. Donc c'est p de ce point-là de x'.
X', c'est bien le vecteur qui a pour composante X'1, X'2, donc c'est bien ce vecteur-là. Voilà, donc vous avez à la fois la justification ici en quelque sorte calculatoire et la justification géométrique. C'est une formule très importante, un petit peu contre-intuitive, puisque si je reviens au slide précédent, c'est la formule qu'on peut résumer par le slogan « les anciennes en fonction des nouvelles », d'accord ? Alors qu'au niveau des vecteurs, c'est les nouveaux en fonction des anciens. Voilà, donc là, les formules vont dans deux sens opposés, pour les vecteurs d'une part et pour les coordonnées d'autre part. Alors on a passé beaucoup de temps sur cette question, mais c'est un point important et on passe à la question suivante. On va maintenant illustrer sur des exemples. Alors voilà normalement une question beaucoup plus facile sur laquelle vous allez à la fois pouvoir trouver la réponse intuitivement et aussi vérifier avec la formule qu'on vient de voir. La question c'est, si on prend un vecteur de R2, et si on note E1, E2 la base canonique, quelles sont les coordonnées de ce même vecteur dans la base? Alors vous voyez, on a inversé les deux vecteurs, puisque c'est 2E2, E1, et on a multiplié le vecteur E2 par 2. 2E2, E1. 4 options possibles, je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est la réponse 4, et on a donné deux justifications possibles. Une première justification, je dirais, un peu intuitive, qui ne fait pas appel à la formule de changement de base, qui est simplement, et le raisonnement, c'est simplement qu'on cherche à reconstituer la combinaison linéaire x1 plus y2 en combinant ces deux nouveaux vecteurs de base. Et par quoi il faut les combiner pour retrouver x1, y2? Par y sur 2 pour la première composante et x pour la deuxième, d'où la réponse 4. Une autre justification, c'est la formule de changement de base, les anciennes en fonction des nouvelles. La matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base, elle vaut 0, 2, 1, 0. Son inverse, si vous pouvez facilement la trouver ou le vérifier, c'est cette matrice-là. Et donc, en appliquant la formule les anciennes en fonction des nouvelles, avec la matrice P, ça veut dire les nouvelles en fonction des anciennes avec la matrice P-1. Donc les nouvelles coordonnées, c'est P-1 appliqué à XY, ce qui redonne le résultat. Et on passe à la question suivante. On est toujours dans ce paragraphe 5.2, des coordonnées d'un même vecteur dans deux bases. Et voilà un autre exemple. Si un vecteur de R2 a pour coordonnées xy dans la base canonique et y sur 2, x sur 2 dans une base B', que vaut la matrice de passage de B vers B'? Donc là, on a rappelé la définition, c'est la matrice dont les colonnes contiennent les coordonnées dans l'ancienne base B des vecteurs de la nouvelle base B'. 4 options possibles. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Donc c'est la réponse 4, c'est cette matrice-là qui est la bonne. Dans la version du drive, j'ai renuméroté les 4 réponses, comme ceci. Donc la justification, à nouveau il y a deux justifications possibles. D'une part, si les coordonnées d'un même vecteur sont 2 fois plus petites dans la nouvelle base, c'est que les vecteurs de la nouvelle base sont 2 fois plus longs. Si les coordonnées sont 2 fois plus petites, comme pour obtenir le vecteur, vous multipliez la coordonnée par le vecteur de base, c'est que les vecteurs de base sont 2 fois plus longs. Et par ailleurs, les deux coordonnées sont échangées, ce qui justifie la matrice 4. Ça, c'est en raisonnant un petit peu à l'intuition, et puis en utilisant la formule de la matrice de passage, c'est ce que j'ai écrit ici de façon manuscrite, et j'ai rajouté l'explication dans la version du drive. Ça, c'est la formule les anciennes en fonction des nouvelles. Donc les nouvelles en fonction des anciennes, c'est avec la matrice P-1. Donc d'après cette expression-là, d'accord, cette expression-là vous entraîne que P-1 égale cette forme-là.
et donc P égale cette forme-là. Et on passe à la question suivante. À nouveau, une question qui porte sur les coordonnées d'un même vecteur dans deux bases différentes. Donc là, on a représenté les deux bases. L'ancienne base, c'est la base canonique E1, E2. On a mis des couleurs pour vous aider à vous y repérer. Et la nouvelle base, c'est la base F1, F2 qui est représentée ici. Et si V a des coordonnées XY dans l'ancienne base, quelles sont les coordonnées bleues dans la nouvelle base parmi les 4 options possibles? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse 4. Et il y a de nouveau deux justifications possibles. Une justification en quelque sorte à la main, sans matrice de passage, sans formule de changement de base. La justification, c'est que d'une part, vous voyez, la deuxième coordonnée de V dans la base bleue, c'est la même que la deuxième coordonnée de V dans la base rouge. Ça, c'est juste un argument de type Thalès. Hein, c'est que si je dessine la composante de V suivant la base rouge, elle est ici, et suivant la base bleue, elle est ici. Et comme les vecteurs rouge et bleu ont la même coordonnée verticale, ces deux vecteurs-là, on les obtient à partir des vecteurs rouge et bleu en les multipliant par la même coordonnée. Donc les deuxièmes coordonnées sont égales. Et la première coordonnée, on voit que la première coordonnée bleue, qui est ici, on l'obtient en enlevant à la première coordonnée rouge, qui est ici, ce vecteur-là, qui est exactement la valeur de la première coordonnée. D'où l'expression 4 obtenue. D'accord ? Par calcul, donc ça c'est vraiment complètement géométrique, peut-être vous pouvez trouver ça difficile à suivre, mais par calcul, on retrouve bien que x1 plus y2 est obtenu par cette combinaison linéaire des vecteurs de la nouvelle base. D'accord ? Donc, on a déjà presque deux justifications là, une purement géométrique, une un petit peu calculatoire. Et puis avec la formule de changement de base, bien sûr, ça marche aussi. À la limite, je peux vous le laisser le lire. Hein, la matrice de passage, elle a cette expression. Donc la matrice de passage inverse, qu'il faut calculer, si on utilise cette méthode, elle a cette expression. Et donc, avec cette expression, on retrouve la bonne solution. On passe à la question suivante. C'est à nouveau une question du même type. Quelles sont les coordonnées bleues du vecteur V dans la nouvelle base bleue F1, F2, qui est obtenue à partir de l'ancienne base rouge par une rotation d'angle θ? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Donc la bonne réponse, c'est la réponse 2. D'accord ? Et de nouveau, il y a deux manières de le justifier. Soit l'intuition géométrique, vous voyez, hein, pour passer de la base rouge à la base bleue, on a fait tourner les vecteurs de base d'un angle θ comme ceci. Eh bien, c'est comme si le vecteur V, dans un repère fixe, on le faisait tourner de θ dans l'autre sens. D'accord ? Donc ça, c'est l'intuition. Mais maintenant, si vous appliquez les formules de changement de base, ça marche aussi. La matrice de passage, c'est la matrice de la rotation d'angle θ. Et donc P-1, c'est la matrice de la rotation d'angle moins θ. Et l'expression des nouvelles coordonnées en fonction des anciennes, il faut multiplier les anciennes coordonnées par P-1 pour avoir les nouvelles, d'où la réponse. Alors si je reviens au sommaire pour voir où nous en sommes, ça c'est fait, et ça c'est fait. Et donc on va attaquer la formule de changement de base pour la matrice d'un endomorphisme. On va là, et on attaque tout de suite avec la formule
général qui relie la matrice d'un même endomorphisme dans deux bases différentes. Et cette figure, c'est peut-être la figure la plus importante de tout ce qui concerne les changements de base. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une figure qu'on a déjà rencontrée en TD dans le dernier exercice de la fiche de TD numéro 2 du chapitre 9, Introduction à l'algèbre linéaire. Donc sur cette figure, vous avez illustré la transformation linéaire associée à la matrice de passage P et à la matrice de passage à l'inverse de P. Et ces deux matrices qui mettent en correspondance les coordonnées d'un vecteur dans la base canonique à gauche et les coordonnées de ce même vecteur dans la nouvelle base à droite. Et les transformations dans les coordonnées dans l'ancienne base et la transformation correspondante pour les coordonnées dans la nouvelle base. D'un même endomorphisme. Vous voyez, c'est la même transformation ici, mais on peut regarder cette transformation soit en termes des anciennes coordonnées, soit en termes des nouvelles coordonnées. Et en termes des nouvelles coordonnées, on voit cette transformation comme une matrice A'. Et la question, c'est quelle est la formule qui relie A et A' parmi les quatre choix suivants? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est A' égale P-1 AP, donc la réponse 3. Et normalement, d'après le dessin, vous ne devez pas avoir eu de mal à sélectionner la réponse 3. Effectuer la transformation A', c'est bien la même chose que d'abord transformer P, appliquer P pour se retrouver pour aller de droite à gauche, puis appliquer A, puis appliquer P-1 pour revenir côté droit. C'est la même chose, ce qui est illustré ici par ces correspondances-là, que le point de départ à gauche et le point de départ à droite sont reliés par P, et à l'arrivée, ils sont encore reliés par la transformation P, enfin, de droite à gauche, P, de gauche à droite, P-1. D'accord ? Donc ça, c'est la formule, c'est vraiment la traduction de ce qui est sur la figure. Donc d'après la figure, normalement, vous ne devez pas avoir eu de mal à écrire la formule. Après, il faut vous convaincre du fait que cette figure représente bien la manière dont les deux matrices d'une même transformation agissent sur les coordonnées d'un vecteur dans deux bases différentes. Et c'est tout pour cette formule. On passe à la question suivante, dans laquelle on va regarder des exemples. Et voici un exemple. Un premier exemple, on a une matrice de 2, A ici, et on se pose la question de quelle est la matrice de la même transformation linéaire, la transformation linéaire associée à cette matrice A, dans une base qui est une base dans laquelle on a simplement multiplié par 2 les longueurs des deux vecteurs de base. Donc, je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la bonne réponse, c'est que la matrice est inchangée. Et voilà deux justifications, une justification plutôt intuitive et une justification avec la formule de changement de base. La justification intuitive, c'est que dans une base où c'est les mêmes vecteurs, mais simplement dont on a les mêmes vecteurs mais 2 fois plus longs, eh bien les coordonnées seront les mêmes, sauf qu'elles seront 2 fois plus petites. Mais si AX égale Y, par linéarité, A appliqué à X sur 2 vaudra Y sur 2. Donc, si la matrice A met en correspondance des coordonnées X et Y, X au départ, Y à l'arrivée de A,
eh ben, elle mettra en correspondance la même matrice, les coordonnées x sur 2 au départ, y sur 2 à l'arrivée. La même matrice. Or, x sur 2, y sur 2, c'est les coordonnées de xy dans la nouvelle base. Donc, on voit que c'est la même matrice A qui agit sur les coordonnées dans l'ancienne base et les coordonnées dans la nouvelle base. Voilà la justification intuitive. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser la formule de changement de base qu'on vient de voir dans le slide précédent. La matrice de passage P, comme les nouveaux vecteurs sont 2 fois plus grands que les anciens, la matrice P, elle vaut simplement 2 fois l'identité de R2. Donc la matrice P-1 vaut simplement 1/2 de l'identité, un motécie de rapport 1/2. Et ces deux matrices commutent avec toutes les autres, en particulier avec A. Donc d'après la formule de changement de base, la nouvelle matrice, elle s'écrit P-1 AP, mais P-1 AP, c'est aussi P-1 PA, puisque A et P commutent. On aurait aussi pu utiliser que A et P-1 commutent, et P-1 P pardon, donne l'identité. Donc on retrouve A. Voilà la deuxième justification. Mais la première est presque meilleure, hein, elle est plus intuitive, quoi. Et on passe à la question suivante. Donc dans cette question, on va simplement prendre un exemple de changement de base pour un endomorphisme. Et donc l'endomorphisme qu'on regarde, c'est l'endomorphisme associé à la matrice, à cette matrice A, à cette matrice-là. Donc c'est le flip au bas, c'est d'accord? Puisque c'est la matrice qui laisse invariante la première coordonnée et qui change en son opposé la deuxième coordonnée. Donc c'est le flip au bas. Question, quelle est la matrice de ce flip au bas dans la base F1, F2, qui est représentée sur le dessin? 4 options possibles. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la bonne réponse, c'est la réponse 2. Et à nouveau, on donne 2 justifications. Une justification toute simple, c'est que pour trouver la matrice dans la base bleue, il suffit de regarder ce que deviennent les vecteurs bleus par le flip au bas, et le vecteur F1 par le flip au bas, il devient moins F2, et F2 devient moins F1. Donc, la matrice bleue, c'est bien la matrice qui inverse les deux coordonnées et les multiplie par moins 1. D'accord ? Ou qui inverse les deux vecteurs de base et les multiplie par moins 1 au niveau des colonnes. Donc ça, c'est la justification intuitive. Bien sûr, si vous appliquez la formule de changement de base, ça marche aussi. Hein. Je ne l'ai pas écrite explicitement parce que je n'ai pas calculé explicitement P-1, mais si vous écrivez explicitement P et P-1, et que vous faites ce produit matriciel, vous retrouverez le même résultat. Mais c'est un peu plus lourd en fait, puisque ça nécessite de faire le calcul de P-1 et puis de faire ce double produit matriciel. Donc là, la justification intuitive est meilleure, elle est vraiment très rapide. Et on passe à la question suivante. Encore un exemple. En fait, c'est le même changement de base, mais on a pris une autre matrice, hein, cette matrice-là, que vaut la matrice de cette même transformation dans la base bleue. 4 options possibles. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors, encore une fois, vous pourriez trouver la bonne réponse avec la formule de changement de base pour un endomorphisme, hein, P-1 AP. Mais là, à nouveau, j'ai préféré vous proposer une justification plus rapide dans laquelle vous regardez directement l'image des deux vecteurs F1 et F2. Hein, ça, c'est F1. Et donc, l'image de F1, c'est 3F1. Enfin, c'est ce qui est écrit ici. Et l'image de F2, eh bien, c'est F2 lui-même. Donc, dans la base F1, F2, c'est bien cette matrice-là, la matrice de la transformation. Et on passe à la question suivante. Et on fait un petit tour, par le sommaire. Pour constater qu'on a terminé cette partie-là. Et donc on va attaquer la formule de changement de base pour une application linéaire maintenant qui n'est pas forcément un endomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les espaces de départ et d'arrivée diffèrent, en particulier la dimension
leur dimension peut différer, et donc si on a des changements de base, on n'a pas forcément le même changement de base au départ et à l'arrivée. En fait, c'est un cas qui est moins important que celui-là. Ça, c'est le cas le plus important. Non, je me suis trompé, je vais couper. Voilà, donc je ne peux pas trop écrire parce que ça me renvoie sur les sections correspondantes, mais donc je voulais juste illustrer le fait que le plus important, c'est la formule de changement de base pour la matrice d'un endomorphisme. Ici, et que c'est un peu moins important le changement de base pour une application linéaire. Mais enfin, on va quand même faire la formule générale et juste un exemple. On y va. Alors ça, c'est deux diagrammes qui, légitimement, peuvent vous faire peur. En fait, il ne faut pas en avoir trop peur. Dès que vous faites des changements de base, si on formalise, forcément, on est confronté à ce genre de diagramme. Et je vais essayer de vous convaincre que c'est pas si abstrait que ça. Alors vous voyez, c'est en fait deux fois le même diagramme. C'est deux fois le même diagramme, sauf que en haut, vous voyez, on a représenté les espaces qui sont reliés par ces flèches, donc les espaces. Donc on regarde en fait une application linéaire f entre deux espaces vectoriels, E et F, grand E et grand F. Et en dessous, vous voyez, on a juste montré exactement la même correspondance, mais qui envoie un vecteur V sur son image F de V. Et puis, ce qu'on a représenté de part et d'autre, eh bien, c'est les coordonnées de ce vecteur V, soit dans une base, soit dans une autre au départ, dans l'espace de départ E. Donc dans l'espace de départ E, vous avez deux bases, une base BE, une base B'E. Donc tout vecteur V, il a des coordonnées X dans la base BE et des coordonnées X' dans la base BE'. Hein, si ça c'est l'application vector dans l'autre sens, vous avez l'application coord dans la base BE'. D'accord ? Et c'est la même chose dans l'espace d'arrivée, l'espace grand F d'arrivée. Vous avez deux bases, une base BF et une base B'F, et donc des applications coordonnées dans la base BF et coordonnées dans la base B'F, ou vector dans l'autre sens. Voilà, j'ai représenté ici les coordonnées dans la base B'F du vecteur, enfin l'application coordonnée dans la base B'F. Donc vous voyez, ces deux schémas, ils ne sont pas si abstraits que ça, et ils vous montrent que ils relient la matrice A de F dans la base BE au départ et BF à l'arrivée, c'est ce qui est écrit ici, et la matrice A' de F dans les bases B'E au départ et B'F à l'arrivée, c'est ce qui est écrit ici. Et la dernière chose qu'il faut expliquer, c'est ces applications P et Q. P et Q, c'est les matrices de changement de base de la base B. Alors, je vais rajouter une précision. Voilà la précision ajoutée. La précision, c'est que P, c'est bien la matrice de passage de la base BE vers la base B'E, puisque vous voyez ici, l'expression, c'est bien X égale Px', donc c'est bien les anciennes en fonction des nouvelles. Pardon. Et ici, pareil, au niveau de l'espace d'arrivée, c'est bien les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles. Et je vais enfin pouvoir vous laisser donner la réponse. Quelle est la formule qui relie les deux matrices A et A'? A dans les anciennes bases au départ et à l'arrivée, A' dans les nouvelles bases au départ et à l'arrivée. Quelle est la formule faisant intervenir P et Q qui relie ces deux matrices parmi les quatre choix? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Là, on a changé de slide, donc mes commentaires ont disparu, mais la bonne réponse, c'est A' égale
Q-1 à P. Donc, c'est la réponse 4. Normalement, en lisant le schéma, vous ne devez pas avoir eu trop de mal à trouver la bonne réponse, puisque vous voyez, le diagramme on dit qu'il commute, c'est-à-dire pour appliquer la transformation A' de gauche à droite ici, A', et ben c'est comme si on faisait d'abord P, puis A, puis Q-1. Et d'abord P, puis A, puis Q-1, c'est Q-1 AP. Donc réponse 4. Donc en fait, cette formule, elle est moins importante que la formule de changement de base pour les endomorphismes. En fait, elle est plus générale. Elle généralise la formule de changement de base pour les endomorphismes. Si pour les endomorphismes, l'espace de départ et d'arrivée est le même, et les changements de base au départ et à l'arrivée sont les mêmes, donc la matrice Q est égale à la matrice P. En ce cas-là, vous retrouvez la formule précédente. Donc cette formule, elle est moins utile en pratique. En revanche, elle est intéressante du point de vue de la compréhension et de l'apprentissage du cours, j'ai envie de dire. Surtout pour ça, vous voyez, elle est l'occasion de formaliser un petit peu plus ce qui se passe au départ et à l'arrivée. Avec des notations différentes au départ et à l'arrivée, c'est presque plus clair, la formule est presque plus claire que la formule pour un endomorphisme, puisque pour un endomorphisme, par principe, ça mélange un peu l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Et on passe à la question suivante, qui va être une application de cette formule. Alors en fait, c'est une application très simple. Écoutez, En fait, je vais vous poser la question, puis je commenterai après. Donc on regarde la transformation linéaire canoniquement associée à la matrice A, cette matrice-là, et la transformation linéaire, elle est illustrée par cette figure. Ça, c'est l'image des vecteurs de la base canonique par la transformation linéaire associée à cette matrice A. D'accord. Donc si on note B la base canonique de R2 et B' la base, celle-ci, que vaut la matrice de F? Alors attention, dans les bases B au départ et B' à l'arrivée. Alors vous me direz ici dans l'exemple, parce qu'on a pris un exemple très simple, une matrice de 2, la matrice de 2, vous pouvez dire c'est la matrice d'un endomorphisme, mais là on va faire comme si l'espace de départ et l'espace d'arrivée étaient des espaces différents, donc on ne fait pas le même changement de base au départ et à l'arrivée. Question, que vaut cette matrice dans ces deux bases différentes au départ et à l'arrivée pour la même transformation F parmi les 4 choix? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est l'identité. Et il y a deux justifications possibles. Ou bien, je dirais, à l'intuition, ou bien en appliquant la formule de changement de base. Pour l'intuition, il faut revenir à la définition de ce que c'est que la matrice d'une application linéaire dans des bases. C'est la matrice, cette matrice-là, dont les colonnes contiennent les coordonnées dans la base d'arrivée B', des images par la transformation des vecteurs de la base de départ. Or, la base de départ, c'est la base canonique. Les images, c'est S de I égale 1, 1 et S de J égale moins 1, 1. Et ces images, c'est précisément les vecteurs de la base à l'arrivée. Et du coup, les coordonnées de ces vecteurs dans la base à l'arrivée, c'est 1, 0, 0, 1. Donc la matrice, c'est la matrice identité. La matrice de la transformation, c'est la matrice identité. Deuxième justification avec la formule de changement de base, il suffit de définir correctement les matrices de changement de base P, changement de base au départ,
et Q, changement de base à l'arrivée, associé aux données de la question. Au départ, P, c'est l'identité, puisqu'il n'y a pas de changement de base, hein, on garde la base canonique au départ, et à l'arrivée, la matrice de changement de base, en fait, c'est A, puisque les vecteurs de la nouvelle base, c'est les images par A des vecteurs de la base canonique. Et donc, si vous appliquez la formule changement de base, la formule générale, c'est A' égale Q-1 AP, et comme Q est égal à A, ça fait A-1 A, et P vaut I2, A-1 A I2. Donc ça fait bien I2, l'identité, la matrice identité, en dimension 2. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo, et la dernière partie complément fera l'objet d'une autre vidéo.